Bonsoir. Nous vous remercions d'être venus aussi nombreux ce soir. On sait que c'est difficile de venir au 104, qui n'est pas très central en semaine. Tout d'abord, on voudrait remercier Marion Islaine, qui a été touchée par le projet, qui nous a gentiment proposé, dans le cadre de ses anciennes fonctions à circulation, d'intégrer dans sa programmation une projection de ce projet, ainsi que Céline Laurent et Macafo et toute l'équipe de circulation qui nous accueille donc ici. Je vous encourage d'ailleurs vivement à aller voir les expositions qui sont magnifiques. Le centre de premier accueil d'Emmaüs Solidarité de la Porte de la Chapelle vient de fermer ses portes. Donc il a fermé ses portes le 31 mars, c'est ça. Il a permis pendant 18 mois d'activité d'accueillir plus de 25 000 personnes, de les nourrir, d'établir un diagnostic infirmier pour les personnes qui l'estimaient nécessaire et de les habiller. Grâce à Emmaüs Solidarité, son réseau de bénévoles et de donateurs, puisque tout un chacun peut donner des vêtements différents, Aurélie pourra nous expliquer ensuite, pour aider justement les migrants et les sans-abri d'une façon générale. C'est dans ce lieu, présenté dans le film court qui va être projeté juste après, un film de Sylvain Martin de 2 minutes 30 qui présente le projet, qui est une forme de documentaire sur le montage de ce projet et la façon dont les images ont été prises, ainsi que les entretiens, puisqu'il s'agit bien de portraits et de paroles d'exilés. Et donc autour de cette table, on retrouve les 2 photographes qui ont travaillé à 4 yeux et 4 mains avec une seule chambre photographique cet hiver, donc hiver 2017, en novembre et en décembre. Donc dans l'ordre de votre gauche à votre droite, donc Frédéric Delangle, Ambroise Tesnas, donc les 2 photographes, Aurélie, qui est parmi nous, donc Aurélie Elassac-Marzorati, qui est directrice générale adjointe d'Emmaüs Solidarité et qui nous fera la gentillesse de nous présenter le fonctionnement du centre de premier accueil et ensuite de débattre avec nous sur le sujet du bénévolat. Valérie Larondeau, qui a travaillé sur ce projet, qui est bénévole chez Emmaüs et qui a lancé le projet qui est à l'initiative, qui nous expliquera également comment cette idée est venue. Ensuite, Vanessa François, qui est bénévole également, et Marion Perrin, qui est également bénévole, et moi-même Sabrina Ponti. Voilà. Donc nous participerons tous au débat après la projection. Et Aurélie va nous présenter dans un premier temps le centre de premier accueil, la fonction qu'il avait, et puis peut-être qu'elle pourra aussi nous parler des projets qui viendraient après ce centre qui vient de fermer. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents ce soir pour découvrir ce magnifique projet qui a été porté par des bénévoles d'Emmaüs Solidarité et par 2 photographes talentueux. Alors j'ai pour difficile mission de vous donner les éléments de contexte et de vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas, j'utilise le passé malheureusement parce que ce centre humanitaire, comme tu viens de le dire, a fermé ses portes. Donc j'ai pour difficile mission de vous faire découvrir ce lieu humanitaire qui a ouvert ses portes il y a maintenant 18 mois. Quelques mots sur son histoire. Vous savez que depuis 2014-2015, de nombreuses personnes primo-arrivantes, de nombreux migrants, hommes, femmes, enfants, se réfugient à Paris. Ces demandeurs de refuge, en 2014 et en 2015, n'avaient qu'un seul lieu pour dormir, qu'un seul lieu pour vivre, et ce lieu, c'était les trottoirs. Évidemment, ça ne pouvait être satisfaisant. En 2014, une maraude d'Emmaüs Solidarité est venue à la rencontre de la direction générale d'Emmaüs et est venue lui dire son impuissance. Cette maraude de professionnels ne savait pas comment agir pour que ces hommes, ces femmes et ces enfants puissent être accueillis tout simplement dignement. Nous avons donc constitué, grâce au soutien de la mairie de Paris, une maraude spécifique dédiée aux migrants, dédiée à ces hommes, ces femmes et ces enfants qui se retrouvaient sur le trottoir parisien en groupe,
et qui ne parlaient pas notre langue. Ces hommes, vous les connaissez peut-être. Ces femmes, vous les connaissez peut-être. Ces enfants, vous les connaissez peut-être, vous les avez croisés dans les rues. Ils sont pour la plupart d'entre eux d'origine afghane, d'origine soudanaise, d'origine érythréenne, somalienne, éthiopienne. Ce sont des personnes qui peuvent venir de la Corne de l'Afrique ou de l'Afghanistan. Ils ne parlent pas notre langue et ils ont très peu d'histoire en commun avec nous. Ils sont très souvent masculins. 90% des hommes qui arrivaient sur le territoire à cette époque, mais encore aujourd'hui, étaient des hommes. 90%. Des jeunes hommes, des gaillards, j'aime le dire ainsi, des hommes de 18 à 35 ans, qui sont plutôt en très bonne santé physique. Pourquoi ? Parce qu'ils, s'ils sont là, c'est qu'ils pouvaient arriver jusqu'ici. Ils ont réussi à franchir toutes ces étapes absolument abominables qui sont celles de l'exil. Et donc ces hommes sont plutôt en bonne santé physique, mais j'y reviendrai, ils sont souvent dans des états psychologiques et psychiatriques difficiles. Ce centre humanitaire, nous l'avions souhaité, parce que nous ne pouvions pas nous satisfaire d'accueillir de façon indigne toutes ces personnes qui arrivaient sur le territoire et qui avaient pour seul point commun l'exil. Nous nous sommes battus pour avoir ce centre humanitaire. Quand je dis nous, c'est le monde associatif. La mairie de Paris, qui depuis le début avait envie de faire, l'État, qu'on avait beaucoup de mal à convaincre, l'appel d'air, compliqué cet appel d'air, ouvrir un centre humanitaire, permettre à des personnes d'être accueillies dignement pendant 10 jours, véritablement, est-ce que ça allait provoquer un appel d'air ? Est-ce que, parce qu'on accueillait dignement, on allait tout d'un coup devenir une porte d'entrée absolument magnifique pour toutes ces personnes qui vivaient l'horreur dans leur pays ? Je ne crois pas. Nous avons fini par convaincre, grâce notamment au courage d'Anne Hidalgo qui, en juin 2016, a dit vouloir ouvrir ce lieu tiers que nous souhaitions tous. Un lieu tiers qui permettrait enfin d'accueillir dignement ces personnes, encore une fois, très majoritairement hommes, mais pas uniquement, ces femmes et ces enfants qui continuent aussi à arriver sur le territoire parisien. Nous avons donc très vite proposé à la maire de Paris d'ouvrir ce centre humanitaire. Elle nous laissait 2 mois. Le défi était très ambitieux. Nous l'avons relevé. Ils ont sollicité d'autres associations, comme Médecins du Monde ou autres, des associations spécialistes de l'humanitaire, qui n'ont pas forcément souhaité tout de suite relever ce défi. Nous étions présents, nous avions envie de le faire. Nous avions encore une fois envie d'accueillir dignement toutes ces personnes. Nous avions envie de pouvoir faire de Paris une ville refuge. Ce pari, nous l'avons gagné, alors pas en 2 mois, mais en 3 mois. En 3 mois, nous avons réussi à ouvrir ce centre humanitaire dédié aux hommes Porte de la Chapelle. Et en 6 mois, nous avons pu ouvrir également un autre centre à Ivry, qui a permis à ces femmes, ces enfants et ces couples dont je vous parlais précédemment d'être accueillis également dignement. Ces 2 centres ont cohabité pendant 18 mois. Il était prévu dès l'origine que ce centre humanitaire ne reste pas au-delà des 18 mois, puisque nous avons occupé ce centre de façon très provisoire en permettant par la suite au campus Condorcet de s'installer. C'est bien le projet qui suivra. Nous jouons le jeu aujourd'hui. Ce centre humanitaire destiné aux hommes, qui va vous être conté d'une façon extrêmement originale, a proposé à toutes ces personnes d'être accueillies, de connaître leurs droits, de savoir de quoi retourne la demande d'asile en France, quel est ce long chemin que ces personnes risquent de devoir parcourir. Dans ce centre humanitaire, il était également proposé un diagnostic infirmier, des consultations médicales. C'est 1 personne sur 2 qui, grâce à ce centre, ont pu bénéficier d'un diagnostic infirmier de consultation médicale. 1 personne sur 2 sur 25 000 hommes en 18 mois. 25 000 hommes, afghans, soudanais, érythréens, somaliens, éthiopiens, ont pu être accueillis dignement, ont pu avoir une information sur le droit d'asile qu'on peut par ailleurs critiquer, et ont pu bénéficier d'un diagnostic infirmier et de consultation médicale. C'est également 25 000 personnes qui ont pu s'alimenter à leur faim, qui ont pu dormir dans des conditions d'une grande dignité et qui ont pu tout simplement bénéficier de la chaleur humaine de 120 salariés, mais aussi de la chaleur humaine de 500 bénévoles, dont aujourd'hui vous allez voir la plus belle aventure. Alors, je précise également que ce soir, nous sommes très, très heureux de compter parmi nous quelques hébergés
qui nous font l'amitié et l'honneur d'assister à cette projection. Donc merci Ahmad qui est là. Merci Gwindo qui vient de m'envoyer un texto parce que je lui disais que c'était salle 200. Il m'a dit mais je suis déjà installé, donc il est quelque part. Gwindo. Voilà, Gwindo, t'es où? Je ne vois pas. Ah voilà, il est tout en haut, il s'est caché. Voilà. Et bien évidemment, alors il y en a peut-être d'autres parmi nous dont je ne connais pas le prénom. Ce projet est pour vous. Il vous est dédié. Et on vous propose donc maintenant de découvrir le film de Sylvain Martin qui vous permettra de voir les coulisses et le projet en images animées dans un premier temps, avant la projection des images qui suivront. Un soir, un jeune Afghan est arrivé en Bermuda et en tongs après avoir marché 16 mois depuis Kaboul. Il m'a demandé si par hasard, dans le tas de tennis usagés là, nous n'aurions pas une paire de baskets. Des baskets pas moches. Des sneakers comme Jay-Z. Depuis novembre 2016, je suis bénévole pour Emmaüs Solidarité, au centre de premier accueil, Porte de la Chapelle. Un lieu de mise à l'abri des migrants qui arrivent à Paris. Ils sont plutôt jeunes et sont afghans, soudanais, érythréens, maliens, guinéens. La halle d'hébergement pour hommes de ce centre a une boutique, c'est comme ça qu'on l'appelle, où ils peuvent profiter de dons de vêtements de seconde main, du slip à la paire de chaussettes, en passant par les pantalons, les vestes, les chaussures. À la boutique, le travail est un peu difficile pour nous car ils sont anxieux, stressés, exigeants même parfois. Oui, exigeants. Il m'est arrivé de penser, enfin un pull c'est un pull, c'est chaud, c'est mieux que rien, c'est déjà bien. Tout en ayant honte de penser cela, je l'ai pensé. Et puis est arrivé ce jeune Afghan en tongs qui voulait des sneakers comme Jay-Z. Le projet est parti de là. Très bien. Accompagné de 2 photographes, Frédéric Delangle et Ambroise Tesnas, et de 3 bénévoles, nous avons entrepris d'en savoir plus. De comprendre ce qui se jouait là tous les jours pour chacun d'eux, à la boutique, devant les caisses d'habits d'occasion. Ces vêtements qu'ils portent et qui ont appartenu à d'autres, que représentent-ils pour eux ? Parmi tous les habits, ils ont choisi une tenue et ont pris le temps de nous expliquer pourquoi. Pourquoi ces chaussures, pourquoi cette forme, cette couleur de veste, et puis de poser. Ces portraits réalisés à la chambre, comme un moment de rencontre, calme, intime, et ces moments précieux d'interview, ont été nécessaires pour comprendre à quel point le vêtement est tout sauf anecdotique dans leur vie. Ce vêtement, c'est leur carte d'identité. Bouge pas, 3, 2. C'est bon, fait. Regarde si je fais pas de temps. Non, c'est bon. Ok, on va en faire une. Attends, juste. Regarde par là. C'est pas commencé en fait. C'est juste l'explication du projet. Bon, je sais pas du tout bien parler et je suis impressionnée. Déjà, vous êtes très très nombreux et j'ai pas l'habitude de parler en public, mais je voulais quand même juste dire 2-3 mots sur ce projet. La spécificité, je pense, de ce projet, c'est que c'est un projet qui a été fait par des bénévoles. Et qu'est-ce que ça change ? En fait, ça change quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je suis arrivée au centre de la Chapelle, je cherchais rien. J'avais juste envie d'aider. Et j'avais aucune idée de là où ça allait me mener et là où ça allait nous mener. C'est vrai que par rapport à un projet de journaliste, par exemple, c'est très différent. On cherche rien, on voit les choses et on n'est pas spectateur en fait. On découvre en vivant les choses. C'est en vivant les choses, en apportant les sacs, en piquant plein de petits échantillons dans les hôtels de luxe et pour la rapporter, en venant distribuer à manger, puis à la boutique, puis à la laverie, etc., qu'on se rend compte de certaines choses et petit à petit, l'idée naît. Donc, je ne vais pas vous raconter l'idée puisque vous l'avez compris.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était très nombreux à avoir vérifié ça, c'est ce qui se passait à la boutique. Et voilà, donc ce projet, que vous allez voir maintenant, qui est donc la projection de tous ces portraits, c'est une histoire de regard. C'est à la fois notre regard sur eux qui doit s'affûter. Je pense que c'est hyper important de faire la part des choses entre le fantasme. Quand on arrive, même bénévole, porte de la Chapelle, on a des fantasmes et la réalité est tout autre. Et on s'en rend compte. Il a fallu de longs mois pour s'en rendre compte. Et puis, c'est aussi le regard de nous sur eux et de eux sur eux-mêmes, en fait. C'est ce que vous allez découvrir là. Je voudrais juste dédier ce projet à ceux qui sont sur l'écran et dans la salle, et aussi ceux qui sont sur l'écran et malheureusement pas dans la salle. Et il y en a beaucoup, puisqu'on a essayé de les contacter tous. Enfin, on n'a pas essayé, d'ailleurs, on les a tous contactés. Il y en a beaucoup dont on n'a plus les coordonnées et qui sont pour des raisons ou une autre pas joignables, malheureusement. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Ce qu'on voulait partager peut-être rapidement avec vous, avant de laisser la parole aux photographes, c'est finalement comment est-ce qu'on a monté, comment est-ce qu'on a réalisé ce projet. En fait, une fois l'idée lancée, il a fallu qu'on récolte tous les vêtements et tout ce qu'on allait pouvoir proposer aux réfugiés. Donc, on a été vers nos amis, nos familles, le boulot, les voisins, pour qu'ils aient des tailles, des styles et qu'ils puissent choisir. Ensuite, la vraie question a été comment est-ce qu'on allait lancer ces interviews, comment est-ce qu'on allait pouvoir aborder ces réfugiés dans un cours de français, à la laverie, au vestiaire, et surtout comment présenter, expliquer notre projet, rassurer sur nos intentions, comment parler de la valorisation de leurs apparences, de leur apparence, sans être complètement en décalage avec ce qu'ils pouvaient vivre. Ils arrivaient du Soudan, d'Afghanistan, ils avaient vécu la guerre. Voilà, il y a eu ce rapport-là. Et puis, on s'est lancé, on a fait la première séance d'interview, avec des interviews souvent un peu maladroites, un peu rapides. Et puis, il y a eu un très bon accueil. Ça a été finalement un temps pour eux. Ils sont mis à poser, à venir à plusieurs, à appeler des amis. Et ça a été un moment très fort en énergie. Oui, alors en fait, les interviews ont eu lieu, alors tant bien que mal, en anglais, en français parfois pour ceux qui parlaient, les Africains qui parlaient le français, en anglais, et puis aussi, il y a eu souvent des gens qui se sont proposés pour servir d'interprète, en fait, en arabe ou en pachtou, en dari, enfin bon, voilà, donc il y avait comme ça, plein de langues différentes, et on arrivait quand même à se faire comprendre. Et puis aussi, évidemment, on leur faisait signer une autorisation pour la prise de vue, et puis on leur demandait leurs coordonnées on avait l'idée, évidemment, ensuite de leur envoyer la photo pour qu'ils aient une belle photo, un beau portrait d'eux, qu'ils puissent mettre sur leur page Facebook. Et bon, voilà, malheureusement, tous n'avaient pas de portable ou d'adresse. Et d'ailleurs, là, effectivement, quand on a essayé de les contacter pour les faire venir et pour leur signaler que ça y est, ils allaient avoir leur portrait en 5 mètres sur 3, enfin, je ne sais pas combien ça fait, bref. Voilà, on n'a pas toujours réussi à les joindre, quoi, parce qu'ils sont un peu éparpillés. Et voilà, parfois avec des cartes provisoires, et puis pas à Paris. Il y en a un l'autre jour que j'ai eu qui était à la Bourboule, voilà, dans un autre centre d'accueil, voilà. Donc voilà, et donc du coup, les interviews, on a fait à peu près, je crois, 8 séances différentes. C'était toujours un bon moment, quoi, parce que vraiment, voilà, on étalait les vêtements et puis ils choisissaient. Parfois, on essayait un peu de les inciter à prendre ci ou ça, une belle veste Saint-Laurent, parce qu'on a eu des dons, des belles choses, hein, mais bon, ça, c'était pas forcément leur. Ils voulaient des choses, évidemment, des sweats à capuche, des choses chaudes, commodes. Et puis, on a remarqué que la couleur rouge était souvent balayée. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec la couleur rouge
je sais pas, surtout chez les Afghans, je crois. Voilà, il y a des couleurs qui ne conviennent pas. Et voilà, donc ce qu'on voulait dire, c'est qu'en tout cas, ils ont été toujours très contents de ce moment. Et pour nous, ça a été souvent, voilà, enfin, toujours très touchant et parfois bouleversant, quoi. Parce que, évidemment, les interviews étaient centrées sur leur choix d'habits, mais évidemment, ils nous racontaient un peu aussi leur histoire. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on voulait dire sur la façon dont ça s'est passé. On va peut-être laisser la parole à Ambroise et Frédéric qui vont nous expliquer un peu leur démarche et aussi la façon dont ils ont vécu ce projet, qui est un projet assez atypique. C'est pas issu d'une commande, c'est une initiative, c'est du bénévolat pour tout le monde, bien évidemment. Et ils vont nous expliquer cette démarche aussi à deux, qui est également assez atypique. C'est la première fois, je crois, que vous travaillez tous les deux à 4 yeux, parce que c'est plus les yeux que les mains qui sont intéressants en l'occurrence. Et donc je vous passe la parole. En tant que photographe, moi, au début, c'est Valérie qui m'a appelé un jour, on ne se connaissait pas, pour me parler du projet. Et évidemment, tout de suite, ça m'a intéressé. Mais c'est vrai, tout de suite, plus en tant que photographe, évidemment, puisque c'est pour ça qu'elle m'appelait, mais vraiment en tant que citoyen, c'est-à-dire d'avoir la possibilité aussi de se confronter à ce sujet dont on entend parler tout le temps et à tous ces visages qu'on croise dans la rue, mais qu'on n'a en fait pas l'occasion de croiser. Et ça fait partie du métier de photographe de se retrouver dans des histoires via la photographie. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, mais là, pour le coup, d'un point de vue très personnel, même très égoïste, c'est-à-dire de passer un peu de l'autre côté. Et j'imagine, comme peut-être beaucoup d'entre vous, c'est vrai que le regard que moi je portais à ces hommes ou à ces familles qui errent dans les rues de Paris, surtout que là, on était vraiment au creux de l'hiver, et cet hiver, il était quand même très, très rude. J'ai même un souvenir assez précis, la première fois où je suis rentré dans le centre, presque d'une légère angoisse, quoi. C'est-à-dire que la première fois, on se demande un peu quelle est notre légitimité à se retrouver, et puis très vite, très facilement, quand on se retrouve face à ces hommes, en l'occurrence, avec qui qu'on photographiait, donc avec qui on parlait, on oublie d'un coup tout ça. C'est-à-dire que finalement, ils sont comme vous et moi, si vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, alors, en tant que photographe, avec Valérie, c'était intéressant parce qu'elle était à l'initiative donc de l'idée de les photographier, mais on s'est posé la question avec Valérie, puis après avec Frédéric. On se connaissait par ailleurs, mais on était finalement tous les deux sur l'idée de travailler sur le projet. Et la vraie problématique photographique, en tout cas moi qui me concernait, c'était de ne pas essayer de porter un regard de photographe, un espèce de vue par... Et c'est pour ça que ce projet, il existe vraiment entre les textes et les photos, et les deux sont absolument indissociables. D'essayer de garder, je crois qu'on le dit dans l'introduction, une distance indispensable, puisqu'on ne photographie pas comme ça impunément ces visages sans essayer d'avoir une distance pour essayer de donner à voir et pas de faire une espèce de démonstration. Voilà, d'essayer de garder une distance respectueuse. Et il se trouve que Fred, comme moi, on travaille à la Chambre dans nos travaux respectifs. Et donc, je vais te laisser la parole. On s'est dit que ça avait du sens, pas d'essayer de porter 2 regards, mais de porter un seul regard en travaillant à 2, c'est-à-dire que finalement, les photos, à un moment, je dirigeais ou il dirigeait, et puis on a fait des photos à 2. Et c'était oui, un vrai moment de rencontre. En fait, j'ai plus grand-chose à dire, il est à peu près tout dit. Si ce n'est que moi, personnellement, j'ai été extrêmement... Alors, je faisais ça déjà depuis 1 an, pas avec Emmaüs, mais je faisais tous les samedis matins, j'allais faire des maraudes, donner des habits et des petits déjeuners à des migrants qui étaient dans la rue. Et je l'ai côtoyé depuis 1 an, et avec ce travail, j'ai quand même le sentiment d'un énorme gâchis. Je ne comprends même pas
qu'ils ne soient pas accueillis à bras ouverts. En fait, on a l'impression, moi j'ai vraiment eu le sentiment que pour arriver là, ce sont des gens exceptionnels. C'est des jeunes, j'ai l'impression de voir mon fils quand je discutais avec eux. J'ai une petite anecdote, quand on allait les voir dans le centre, on les prenait un peu au hasard. Puis à un moment, je vais en voir un et je lui explique le projet. Je dis voilà, on va te donner un habit, tu vas le mettre, on va te faire une photo, puis après on va te poser des questions par rapport à l'habit. Je lui dis la seule chose, il faut que tu parles un petit peu anglais pour qu'on puisse faire l'interview, sinon ça ne marche pas. Puis il me regarde, il me dit moi j'ai pas besoin d'habits, je les achète moi-même, mes habits, j'ai pas besoin d'habits. Moi je viens de Libye, je suis étudiant, je faisais des études de chirurgie et j'ai dû quitter la Libye et je viens en France dans l'espoir de finir mes études. Et j'ai pas besoin de tes habits. Il dit en plus tu me demandes de bien parler anglais, mais toi tu parles très très mal. Voilà, voilà, donc c'est quand même voilà, moi j'ai été très très touché par ces gens, leur parcours, comment ils ont fait pour arriver là. C'est à chaque fois une histoire pour moi extraordinaire. Et travailler aussi avec Ambroise, ça a été. J'angoissais un peu au départ parce que travailler à deux, même si je le connaissais. Hein, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et en fait, c'était... pour moi, en tous les cas, ça s'est fait naturellement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, moi, ce que j'avais envie de dire, parce que je découvre le film, je connaissais les photos, la plupart des photos, mais j'ai découvert le film ce soir et j'étais vraiment très touchée. Touchée parce que c'est depuis le début, quand vous êtes venu me voir pour nous raconter ce projet, quand je dis venir me voir, vous avez été voir aussi Vincent Sabourin, que je remercie, qui est présent dans la salle et qui est chargé de communication. Je remercie aussi M. Morel, qui n'est pas là ce soir, le directeur général de l'association Emmaüs Solidarité, que je salue. Quand vous êtes venu nous voir et que vous nous avez raconté ce que vous vouliez faire, ce que vous avez déjà commencé à faire, on a tout simplement été au début un peu étonnés de la démarche. C'est pas classique de prendre des photos de personnes migrantes, ça ne vient pas tout de suite naturellement. On ne va pas tout de suite se dire que les migrants sont des futurs mannequins. Et pour autant, quand on a commencé à réfléchir à tout ça, on s'est dit que c'était quand même une évidence de montrer tout simplement que ces hommes, bah oui, ils sont comme nous, enfin ils ne sont pas comme moi, mais ils sont plutôt comme vous, en l'occurrence, beaucoup plus jeunes, très sexy, parfois vous les remarquez. Alors ils ne sont pas tous faciles, je ne vais pas non plus tomber dans de l'angélisme. En tout cas, ce que moi j'ai trouvé hyper séduisant et hyper sexy dans votre projet, c'est que ce projet il allait servir à lutter contre toutes les craintes et toutes les peurs qui alimentent la France, qui alimentent la politique française, et qu'on a besoin de projets comme cela pour montrer que ces hommes qui arrivent sur le territoire français, ils sont comme nous, avec leurs défauts, avec leurs qualités, qu'ils ont du goût, qu'ils ont envie de s'habiller comme nous ou de rester habillés comme dans leur pays. Et donc ce projet que je trouve particulièrement touchant et particulièrement simple par ailleurs, il nous permet de faire leur connaissance. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse échanger par des moyens nouveaux, parce que je crois que ça c'est vraiment un moyen assez novateur. Et donc je vous remercie de cette initiative, parce que cette initiative elle est tout simplement belle. Et cette initiative, elle se trouve dans un ensemble d'initiatives. Et je voulais le dire aussi ce soir, vous êtes des bénévoles formidables, magnifiques, qui avaient accompagné ce centre humanitaire, mais à côté de vous, il y avait d'autres bénévoles comme vous. Des bénévoles qui sont Emmaüs Solidarité, mais qui aussi agissent au quotidien, qui tous les jours se disent non, moi je ne vais pas me satisfaire de ce que je vois, je ne supporte pas de me lever le matin, d'emmener mon gosse à l'école et de devoir traverser le trottoir sans aller voir la personne qui y dort. Et vous êtes très nombreux à vouloir agir, à vouloir être solidaires. Et c'est la société civile aujourd'hui qui donne l'exemple, en tout cas qui doit réussir à convaincre le politique qui n'a pas le courage de dire « accueillons ces personnes, ne craignons pas l'appel d'air ». Ce sont des êtres humains, comme nous tous, qui aujourd'hui ont besoin de nous. Peut-être que nous, demain, nous aurons besoin d'eux. Merci Aurélie. On vous propose, si vous voulez, un débat, donc d'échanger avec des questions. On va faire circuler un micro. Si vous voulez poser des questions sur
sur le centre, sur Emmaüs Solidarité, aux photographes, aux bénévoles. Avant de passer au débat, je voudrais juste remercier nos partenaires sans lesquels nous n'aurions pas pu monter ce projet. Les partenaires, on les verra après. Mais je vais citer les principaux partenaires que sont Janvier, Christophe Héon, qui est parmi nous ce soir, qui nous a permis, je l'ai vu passer, il est arrivé en retard en plus, qui nous a permis, grâce au laboratoire Janvier, de ne pas émettre de facture auprès d'Emmaüs Solidarité. Pour lui, c'était totalement inconcevable. Merci à lui. Voilà. Également Mazarine qui nous a apporté des financements pour payer le catalogue. On en reparlera à la fin, mais que nous vous invitons à acheter 10 € seulement, qui va intégralement à Emmaüs Solidarité. Voilà, donc vous retrouverez tous les portraits que vous avez vus dans la projection, et même plus d'ailleurs, puisqu'on ne les a pas tous diffusés. Nous remercions également Australie qui nous a soutenus financièrement, Alter Ego et ECO qui sont des TPE qui nous ont soutenus financièrement également. On les remercie chaleureusement. Et Janvier, on l'a cité. Voilà, j'ai oublié personne. Non. Voilà. Donc si vous avez des questions, avec grand plaisir, on va faire circuler un micro. Ou des réactions. Qui a été plus rapide. Bonsoir Géraldine, j'ai été aussi bénévole au centre et en fait moi j'aimerais bien savoir ce que ça devient ensuite ce projet parce que c'est super qu'on soit tous ici ce soir mais on est des gens qui sont déjà convaincus en fait et est-ce qu'il y a une suite, est-ce qu'il y a une possibilité de suite pour que ce soit montré aussi à des gens qui ne sont pas forcément aussi convaincus que tous ceux qui sont là déjà. Merci. Sabrina, ah oui, tu je veux veux pas bien répondre ? Oui, je veux bien répondre. On a des projets d'exposition, donc de tirage. On a une petite difficulté pour trouver un lieu d'exposition. A priori, vous pourrez voir les images exposées à la rentrée, donc en septembre, en octobre ou en novembre de cette année à Paris. Et on va également présenter ces portraits à la quinzaine photographique nantaise. Donc là, pour ceux qui partiront en week-end à Nantes, de mi-septembre à mi-octobre. Voilà. Ensuite, on a d'autres projets de projection dans le cadre de festivals dont on ne peut pas parler encore parce que rien n'est validé définitivement, mais l'objectif étant effectivement d'assurer la diffusion du projet le plus possible. Et le catalogue qui est en vente, on l'a édité à 5000 exemplaires, donc on a de quoi faire, évidemment. Bonsoir, je m'appelle Charlotte. Bonsoir Valérie. Je voulais savoir, pour certains vous pratiquez le bénévolat depuis longtemps, d'autres plus récemment, qu'est-ce que ça a changé en vous, en tant que personne, cette implication dans ce projet et peut-être plus largement aussi dans le bénévolat ? Je ne sais pas si ça marche. Du coup, je ne sais pas, je réponds pour moi. En fait, ça a changé beaucoup de choses et c'est pas du tout ce qu'on imagine. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un chemin. C'est-à-dire que, en arrivant, comme je vous disais tout à l'heure, je savais pas trop ce que j'allais chercher. Même, je l'avoue, j'avais peur. Je savais pas si j'allais être à la hauteur, en fait, tout simplement. Si j'allais trouver des sujets de conversation, avoir un regard normal. Et je voulais pas
je savais pas trop comment interagir avec les exilés, réfugiés, migrants, je sais pas comment on les appelle, on a toujours plein de noms différents. Et puis, en fait, en ce qui me concerne, c'est allé progressivement. C'est-à-dire déjà, c'était marrant parce que Porte de la Chapelle, il y a plein d'ateliers. Donc, on peut commencer par le restaurant. Alors là, derrière, on est un comptoir comme ça. Alors là, c'est bien, on est tranquille. Ils sont de l'autre côté. Et nous, on sert à manger, mais il y a une espèce de comptoir. Bonjour, vous avez votre carte, etc. Donc là, c'est facile. Après, on peut aller les voir de l'autre côté du comptoir, leur parler, leur demander s'ils ont bien mangé. Voilà, on se sent un peu patapouf, maladroit. Et puis après, il y a d'autres activités où on est plus en contact. Et puis après, donc la laverie, donc on leur propose des centaines de slips kangourous et on rigole beaucoup. Et du coup, ça nous permet de passer un cap. Le rire, d'ailleurs, c'est un vrai truc. En fait, c'est assez universel, on rit pour les mêmes trucs. Et voilà, après la boutique, ils sont anxieux, donc des fois ça dégénère. Non, j'ai pas de capuche, je vous dis que j'ai pas de sweat et capuche, on prenait un autre truc, non, tant pis, vous voulez rien, bon bah tant pis. Et puis voilà, et puis après, petit à petit, on oublie où on est, et juste on est content de venir et de les rencontrer, de les voir et les revoir parfois. Et après, la suite, c'est les cours de conversation, ce qui nous concerne. On s'est dit, tiens, il faudrait bien leur apprendre le français. Et bon, c'est un grand mot parce que c'était plus. Et on est arrivé avec des bonbons, des gâteaux, et c'était un moment. Et voilà. Et en fait, du coup, on est arrivé à avoir presque parfois plus de plaisir à passer le dimanche là avec eux que d'aller voir une expo 104, même si elle est super bien, parce que le dimanche, ça peut faire partie des activités. Et en fait, voilà. Donc c'est vraiment un truc, en tout cas en ce qui me concerne, c'est progressif et puis ça amène quelque part. Et en fait, ça a changé, du coup, après, beaucoup de choses, puisque ça a donné lieu à ce projet. Aussi, une rencontre, en fait, avec Ahmed, parce qu'en fait, c'est pas évident qu'ils nous fassent confiance. Il faut mériter leur confiance, parce qu'il y a quand même beaucoup de raisons pour qu'ils soient pas confiants. Ils ont plein de raisons de ne pas avoir confiance en nous. Donc, mériter la confiance de Ahmed, qui est devenu mon ami maintenant, par exemple. Voilà, je n'avais pas pensé en arrivant, la première fois que j'ai mis le pied à la Porte de la Chapelle, que j'allais repartir avec un ami en plus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Non, moi je crois que la seule chose que j'ai envie de dire sur ce que ça peut changer, c'est que finalement, ces mondes qui sont un monde très extérieur, très lointain, devient tout d'un coup très familier. C'est eux trouvent leur place ou essayent de trouver leur place à Paris, et nous on a trouvé aussi notre place dans cette bulle. Donc voilà, c'est finalement cette notion de familiarité et de se sentir bien, quelque chose de très ouvert. Comment ? Ah ça va, c'est bon. Ok, alors moi j'ai deux questions très différentes. La première, c'est plutôt pour les photographes. Donc j'imagine que comme il y a janvier, il y a eu de la retouche. Et je m'interroge sur l'utilisation de la retouche dans ces photos. Est-ce qu'elle a été utilisée pour s'approcher de la vérité, pour gommer les défauts ? Enfin, à quel degré c'est différent ? Non, on est assez flemmard. En fait, on travaille en argentique, donc on a des planches contact. Et on a travaillé avec les mêmes tireurs qui s'occupent de nos travaux par ailleurs, parce que Janvier, c'est le laboratoire avec lequel on travaille tous les deux. Et donc, les négatifs sont scannés, puisque c'est des négatifs argentiques. Et on essaie de rester au plus proche de la contact, mais non, l'idée, c'est pas de changer les couleurs. Et d'ailleurs, la problématique qui était parfois un peu compliquée, c'est qu'on a fait toutes les photos dans le cadre du centre, et que finalement, il n'y avait pas tant de fond possible. Mais non, il n'y a pas un gros travail de retouche. Enfin, il y a un travail des tireurs et des scanneristes, mais on n'a pas cherché à travestir la réalité. C'est du traitement d'image principalement, quoi. Ok. Et la deuxième question, c'est sûrement très naïf, mais en fait, je ne voudrais pas repartir sans savoir pourquoi est-ce que dans ces portraits, donc j'imagine dans le centre de la chapelle, on voit si peu de Syriens. Oui, et pourquoi il n'y en a pas ? Il y a plusieurs explications. Déjà, les Syriens, vous savez qu'il y a François Hollande, alors j'essaie de me rappeler l'année en même temps que je vous parle, mais je crois que c'est en 2016, avait ouvert ses portes. La première, c'était Angela Merkel qui avait dit « j'accueillerai de nombreux Syriens sur mon territoire ». Et puis François Hollande a suivi. Et il a envoyé ses équipes chercher les migrants syriens en Allemagne.
Malheureusement, très peu ont voulu rentrer dans le cadre. Il y a très peu de Syriens qui ont accepté de venir dans ces conditions-là. Aujourd'hui, des Syriens continuent à arriver sur le territoire français, je n'ai pas le chiffre, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne passent pas par les mêmes chemins que les personnes que vous avez rencontrées pour certains d'entre vous ce soir. Quand j'ai les mêmes chemins, c'est qu'ils ne viennent pas sur les trottoirs, ils ont des réseaux amicaux, des réseaux familiaux, et ils n'arrivent pas directement à Paris sur les trottoirs parisiens. Donc ça serait une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi ils ne se retrouvent pas dans le centre. De mémoire, on a moins de 10 personnes syriennes qui ont vécu dans ce centre humanitaire. On ne l'a pas dit, mais les personnes ne sont là que pour une période inférieure à 10 jours. C'est quand même assez incroyable. Ça veut dire que pour les bénévoles aussi, on s'habitue tous les jours à de nouvelles personnes. Et eux s'habituent tous les jours à des salariés et à des bénévoles qu'ils ne vont pas croiser le reste du temps de leur parcours. Ça ne répond pas à votre question, mais je ne l'avais pas dit depuis tout à l'heure, et je pense que c'est important de le comprendre aussi, parce que là, il y a une confiance qui s'est créée sur des périodes très très courtes. Ça veut dire qu'à chaque fois, ils rencontrent un photographe, ils acceptent de donner d'eux à des personnes qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne vont pas rencontrer longtemps. Voilà. Et pour les Syriens, il y aurait d'autres explications, mais en tout cas, une des plus certaines, c'est qu'ils ne font pas le même chemin que ceux que vous venez de voir ici. Et puis, sur la connaissance de ces publics, les Syriens sont beaucoup plus issus des classes moyennes aux classes supérieures que les publics que vous avez rencontrés ce soir, qui sont beaucoup, vous l'avez entendu, dans certains textes racontent le travail qu'ils effectuaient dans leur pays. Certains sont agriculteurs, d'autres étaient finalement sont partis très très jeunes. On est plutôt sur des classes pas très aisées et des jeunes personnes. Des centres de long séjour ou est-ce qu'ils retournaient à la rue? En fait, c'est la question que je me suis posée. Comme je le disais tout à l'heure, un des objectifs principaux de ce centre, c'était de pouvoir orienter les personnes vers le dispositif adapté à leur situation. Donc ils étaient tous destinés à être orientés soit vers des centres d'hébergement d'urgence migrants, soit vers des centres d'accueil et d'orientation. Pas forcément à Paris, la plupart du temps en province. Donc ils étaient tous destinés à être orientés vers ces centres d'accueil et d'orientation ou vers ces centres d'hébergement d'urgence pour continuer leur parcours et pouvoir effectivement demander l'asile. Ce lieu n'était pas un lieu dans lequel ils demandaient véritablement l'asile. Ils le demandaient dans la suite de leur parcours. Mais ils étaient tous destinés à être orientés. Et ils ont été orientés. Sauf ceux qui le refusaient, parce qu'il y en a aussi qui refusaient. Tout à l'heure, je vous le disais, certaines personnes ne souhaitent pas rester en France. Elles sont en situation de transit. Et donc là, avec ce centre humanitaire, on leur permettait de pouvoir se poser, se reposer, le temps qu'elles puissent organiser la suite de leur parcours. Bonjour. Bonjour. Je sais pas, il y a plusieurs... Pardon. Okay. Oui, je voulais savoir si vous aviez imaginé faire de ce projet un outil pédagogique pour des jeunes du même âge, par exemple, rentrer dans les écoles, rentrer dans les lycées, aller présenter ça, c'est-à-dire donner un nouveau regard va donner un nouveau regard auprès des réfugiés pour tous ces jeunes qui n'ont pas forcément une idée très, très juste en fait, de ces publics. Ça résonne énormément. Non, en fait. Mais c'est une très bonne idée. Donc, on en reparlera. En fait, on n'a pas imaginé grand-chose. C'est un peu... on a fait ça, c'est très instinctif, en fait. On l'a fait, et puis après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire voilà. Et puis maintenant, en fait, on va commencer, peut-être avec votre aide aussi, s'il y a des gens ici qui sont intéressés pour nous aider d'une façon ou d'une autre. On va essayer de faire vivre le projet. En fait, le projet... Vous l'avez compris, c'est pas un projet qui nous met en avant nous. On s'en fout de nous, en fait. C'est un projet. Nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est que ce projet tourne et effectivement qu'il sorte du 104 aussi pour aller dans des endroits où tout le monde pourra le voir. Parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont
plutôt un peu d'accord avec ce qu'on raconte. Donc le but, c'est vraiment ça. C'est que nous, on se met derrière. C'est pas un projet artistique où les photographes vont revendiquer, même si... Voilà. Donc effectivement, toutes ces initiatives nous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On a une page Facebook qui s'appelle Des Sneakers comme Jay-Z. On a un Instagram aussi. Et voilà, vous pouvez nous contacter si vous voulez. L'idée pour les lycées, enfin, ou les collèges, c'est une bonne idée parce que le premier objectif, c'était effectivement de donner un autre regard sur ces personnes, mais aussi, dans un deuxième temps, d'une manière très pragmatique, c'est aussi pour favoriser le don de vêtements en montrant que c'est bien, enfin, si vous avez des vêtements à donner, c'est bien, et pas des vieux trucs abîmés et moches, enfin moches, ça dépend des goûts, mais en tout cas, voilà, et surtout parce qu'on manquait parfois de vêtements d'hommes, parce que les dons de vêtements, il y a énormément de dons pour femmes, enfants, et quand même un peu moins d'hommes, et surtout les chaussures. Donc, justement, on s'était dit que dans les collèges et lycées, les grands garçons ados qui grandissent très vite et qui utilisent de la basket, voilà, ça pourrait être une bonne chose. Donc ça pourrait être aussi une introduction pour lancer une collecte. Alors c'est pas un peu moins d'hommes, c'est beaucoup moins d'hommes, puisque les hommes usent leurs pantalons jusqu'à la dernière... Enfin, non, mais on en a parlé, on a une théorie là-dessus, mais on va peut-être pas tout de suite vous la livrer. Mais on a de vrais problèmes pour récolter alors, les sous-vêtements. Messieurs, ne donnez pas les vôtres, mais achetez-en pour les personnes migrantes. J'achète il y a des lots de slips, un slip pour vous, un slip pour le migrant. Non, mais là vraiment, je suis. Enfin, on en a parlé. Les chaussettes, on ne pense pas à donner ces chaussettes. Les personnes migrantes ont besoin de chaussettes. Il y en a plein qui arrivent. Ça a été, vous l'avez sûrement entendu, elles arrivent pieds nus. Voilà. Et donc les chaussettes, c'est absolument fondamental. Et des baskets, ils veulent pas de chaussures vieillottes. C'est bien normal. Enfin, il n'y a plus grand monde qui veut mettre des mocassins. Excusez-moi pour tous ceux qui ont des mocassins dans cette salle. Et donc, ils veulent mettre, comme nos enfants ou comme nos maris, si vous êtes mariés, ils veulent mettre des baskets. Voilà. Donc, on a un vrai besoin d'habits. Pour rebondir sur votre idée, madame, d'intervention dans les écoles, on est en train d'y réfléchir. Il y a un projet qui est en cours de maison de l'hospitalité où on a envie de réfléchir à des actions pédagogiques et notamment dans les écoles. Moi, je suis très sensible au fait de pouvoir communiquer auprès des enfants, des adolescents. Vous l'avez vu ici, les gars que vous avez rencontrés, c'est des ados en fait. Ils sont partis de chez eux, ils avaient 14-15 ans, donc je crois que de pouvoir montrer ce projet-là, ça peut être effectivement très intéressant pour les jeunes qui sont aujourd'hui en France, pour aussi tous les jeunes qui peuvent venir des migrations qu'on connaît mieux, les Marocains, les Tunisiens. Ça va aussi nous apporter beaucoup, ça va enrichir le pays. Donc je pense que c'est véritablement important de faire ce genre d'action dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et de donner des outils aux enseignants qui en manquent cruellement pour pouvoir parler de ce sujet qui est un sujet difficile parfois à aborder. Donc c'est une très bonne idée qu'on pourra retenir pour la maison de l'hospitalité. Donc j'en reparlerai avec vous après. Je pense que pour le lien avec les jeunes, une idée qu'on avait quand on a monté ce projet, c'était de mettre un peu de légèreté. Finalement, le temps qu'on passait au bénévolat au centre de la Chapelle n'était pas du tout un temps triste, que bouleversant, que sérieux. C'était parfois très anecdotique, c'était sur des envies, sur un regard, sur un pull, un sweat, peu importe. Et je pense qu'effectivement, les questions qu'on a pu poser dans les interviews, c'était des questions sur leur style, leurs vêtements, ce qu'ils avaient envie d'être. Donc une approche, j'allais dire, assez ouverte, assez légère, dans laquelle tout le monde peut se retrouver finalement, qu'ils soient migrants ou pas, dans lequel tous les jeunes peuvent se retrouver. Donc je pense qu'on était vraiment dans ce regard-là qui va bien avec des populations lycée, pourquoi pas. Bonjour. Bonjour. Moi. Là. Déjà, félicitations pour le travail que vous avez fait. C'est vraiment réussi. Le parallèle entre les photos des photographes et l'histoire est vraiment, vraiment intéressante. J'aurais pu regarder ça encore plus longtemps. Ma question, c'est plutôt une question de curiosité par rapport à Ahmed ou les gens qui sont sur ces photos et qui ont pu être avec nous dans la salle. J'aimerais savoir ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils ressentent, leur point de vue face à cet événement. Voilà.
On va leur demander du coup. Sinon, il y a Ahmed qui est ici, qui parle un petit peu français. Non. C'est pas facile, c'est normal. Et d'abord, il y a un problème de langue, parce qu'il ne parle pas forcément, enfin en tout cas Ahmed, parle un peu français, puisqu'il prend des cours de français, mais c'est pas facile, et je pense que c'est assez intimidant, déjà que ça l'est pour nous, donc je pense que, voilà, désolée. Pas de souci. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a envoyé des photos à... En fait, après avoir fait les sessions, les interviews, etc., on a envoyé, dès qu'on avait les WhatsApp, etc., maintenant, ils ont changé souvent de téléphone, malheureusement, mais tout de suite après, on leur envoyait leurs photos. Et ils étaient super contents, ils l'ont mis sur leur profil Facebook, on l'a vu. Et ils ont trouvé qu'ils étaient beaux, enfin en tout cas peut-être qu'ils étaient polis, mais ils avaient l'air contents. Et surtout, le truc des photos à la chambre aussi, c'est vraiment, je trouve que, enfin, il y a pas de, on ne les a pas mitraillés, ils les ont pas mitraillés, etc. D'abord, ça coûte cher, on ne peut pas faire des milliards de photos, donc c'est 2 photos et puis basta. Enfin, voilà, donc c'est vraiment un truc, comment dire, respectueux de l'image en fait. Et on voulait pas, alors il y a une chose qu'on nous tenait vraiment à cœur, je ne sais pas si ça s'est vu, mais on voulait pas faire de misérabilisme, on voulait pas tomber dans le pathos. C'est pas facile, parce que ce que disait Vanessa tout à l'heure, c'est que souvent dans les interviews, ça pouvait dériver assez vite sur ce qui s'était passé en Libye, sur ce qui s'était passé dans les bateaux, et c'était pas notre sujet. Donc on a essayé de se tenir à notre sujet. Voilà. Je sais pas pourquoi je raconte ça en fait, mais je sais plus pourquoi. Ouais, bon, bref, j'arrête en fait. Moi, je peux peut-être, si ça vous intéresse, le choix qu'on a fait de faire des photos à la chambre. Ouais. Alors, on a un petit peu parlé, Valérie, mais en fait, effectivement, ça coûte cher, mais ça prend du temps. Et en fait, faire un portrait d'une personne qu'on ne connaît pas et avec qui on prend contact et qui nous fait confiance pendant le temps de cette prise de vue, on avait besoin de ce temps. Et le temps de faire les réglages, on discute, et en plus, en étant à 2, il y en a un qui fait les réglages, l'autre qui discute, qui remet l'habit un peu droit si ça ne va pas. Et il y a un côté hyper respectueux, je trouve, totalement différent d'un appareil numérique où on aurait vraiment bombardé, puis après, devant notre ordinateur, on aurait choisi, celle-là elle est bien, celle-là elle n'est pas bien. Là, on n'avait pas le droit à l'erreur, on faisait 2, 3 photos. 3, c'était vraiment le grand maximum, parfois une seule, donc on prenait aussi un risque qui les yeux fermés, mais bon, voilà. Il y a la chambre, il y a un côté voilà, ouais, très respectueux. Bonsoir à tous. Je suis moi-même bénévole dans une association dans laquelle le vêtement est central, puisqu'elle s'appelle la Cravate Solidaire, et que je passe du temps avec des gens en recherche d'emploi, souvent très loin de l'emploi, à leur chercher le vêtement qui leur ira bien pour aller passer des entretiens. Donc nous aussi, on a cette expérience des photos et des likes Facebook sur leurs portraits quand ils se voient. J'ai été marquée dans les portraits qui ont été tirés que pour des personnes, même après un parcours très difficile, finalement, l'image d'eux-mêmes, l'image qu'ils peuvent renvoyer reste importante pour eux. Et que donc l'esthétisme, en fait, n'a rien de superflu. Certains des bénévoles disaient au démarrage, mais après tout, un pull, c'est un pull. Et en fait, non, un pull, c'est pas tant que ça, un pull. Et je voulais savoir si après ce temps pris avec eux pour qu'ils parlent de leur choix de vêtements, ça vous a incité à revoir éventuellement l'expérience de la boutique, peut-être en passant plus de temps justement sur le choix de leurs vêtements, en installant des miroirs, si ça s'était diffusé au sein d'Emmaüs aussi, cette importance finalement du choix des vêtements qu'ils faisaient. C'est vrai que le temps qu'on réalise ça et qu'on comprenne, c'était fermé. Non, mais c'est-à-dire que ça nous a pris un petit moment de faire ce projet, ça a pris du temps. Et c'est vrai que malheureusement, si on avait plus de temps, je pense que ça aurait été un vrai sujet.
Ça a été très rapide quand même, hein, cette bulle. Voilà. Mais par contre, c'est sûr que s'il y avait une nouvelle bulle qui se gonflait quelque part et qu'il y avait une nouvelle boutique, je pense que le soin accordé à la boutique et la façon dont on les... Parce que c'est ce qu'on raconte dans le petit film que vous avez peut-être vu au début, si vous étiez arrivés ou pas, c'est vraiment qu'au début, toutes les trois, on était un peu... pas agacés, mais quasiment, quoi. C'est-à-dire, il y avait la queue, les gens, ils étaient là, on sortait un jean, c'était pas la bonne taille, un deuxième, un troisième, au bout d'un moment, on était là. Moi, j'avais été vendeuse déjà dans des vraies boutiques, et c'était pas aussi chiant, les gens. Donc, c'est vrai que c'est, d'abord, je me suis dit, chier, ces migrants, quand même, faut pas déconner, ils ont qu'à prendre un pull. Bon, évidemment, je pensais pas ça de cette façon-là, mais pas loin, parce qu'on était, c'est vrai qu'ils étaient, mais tout, quoi, la taille, la couleur, le bleu qui devait pas être bleu, mais plutôt gris, etc. Et en fin de compte, petit à petit, on a compris d'abord qu'ils n'avaient pas 50 vêtements et un, que celui-là, ils allaient se le trimballer pendant certainement très longtemps, que peut-être qu'ils allaient à la préfecture avec, et que ce moment de préfecture, c'est un moment décisif, que tout... Voilà, et ça, c'est vrai qu'on l'a appris. C'est le but, en fait, de ce projet. Hein. C'est pour ça qu'on l'a appelé des sneakers comme Jay-Z, parce que réellement, il y a quelqu'un qui nous a demandé si on en avait. Donc oui, mais on n'a pas installé miroir, malheureusement. Après, pour répondre à votre question, pour Emmaüs Solidarité, le vêtement il est central depuis le début à Emmaüs Solidarité, que ce soit dans le centre humanitaire ou dans nos centres d'hébergement d'urgence ou les accueils de jour qu'on peut gérer par ailleurs. On a un lieu qu'on a appelé la SAP dans le 18e arrondissement qui répond complètement à la même chose que vous. On travaille sur la réinsertion par l'estime de soi pour aller vite. Après, on est confronté à une réalité. Quand vous avez 25 000 personnes qui arrivent en 18 mois et que vous devez à chacun leur proposer des vêtements, vous faites avec ce que vous avez. Et ce qu'on avait, c'était les dons des Parisiens. Tout à l'heure, je vous parlais des bénévoles et de leur solidarité exemplaire, mais je peux vous parler des Parisiens qui n'ont cessé de donner des habits. Alors effectivement, plutôt des habits de femmes et d'enfants, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce lieu, ce vestiaire, il a été achalandé grâce à la générosité des Parisiens. Alors nous, on prend tout ce qu'on nous donne. Et on avait des choses pour tous les âges. Il y a beaucoup de personnes qui donnent et qui ont 50 ou 60 ans, et ça ne correspondait pas du tout aux besoins des publics que nous accueillons, qui avaient, vous l'avez compris, entre 18 et 35 ans, et qui étaient exigeants parce que jeunes, et qui ne sont pas finalement en situation de précarité. Ils sont exilés, ils sont demandeurs de refuge. Ce ne sont pas des personnes sans abri, ils ne sont pas encore tombés, je dis encore parce que malheureusement, c'est ce qui va arriver à certains d'entre eux. Ils ne sont pas encore tombés du côté de la précarité. Et donc, ils ont envie, et ils savent que pour s'en sortir, ils ont envie de vêtements qui leur permettent d'être comme les autres. Et donc, la difficulté pour nous, c'était de faire avec les dons. On n'avait absolument pas de budget dédié à l'achat, à l'acquisition de vêtements. Tout reposait sur les dons. On ne l'a pas dit, mais c'est important que je le dise parce qu'il faut rendre hommage à ceux qui nous ont tant aidés pour faire cette collecte de dons. C'est Utopia 56, qui est une association qui a été à nos côtés au démarrage de ce projet. Et c'est Utopia 56 qui allait chercher les vêtements dans des endroits plus ou moins improbables dans tout Paris, et qui était encore une fois le fruit de la générosité des Parisiens. Voilà, donc oui, on a ce souci, et après on fait avec ce qu'on a. Et pour aller aussi un peu plus loin, quand on a créé ce vestiaire dans des conditions, vous l'avez compris, très contraintes, dans un calendrier extrêmement serré, pour pouvoir penser le vestiaire, sa fonctionnalité, on a eu recours à un mécénat de compétences avec Uniqlo, qui nous a donné des billes pour aménager au mieux ce lieu et pour pouvoir répondre aux besoins des personnes, à ce débit, excusez-moi de l'expression, permanent. Et à côté de ce vestiaire, pour ceux qui n'ont pas visité le centre, et vous êtes nombreux, il y avait cette impressionnante laverie aussi, avec ces machines qui ne cessaient de tourner, parce que dans ces machines, il y avait aussi tous les vêtements qui font l'histoire de ces hommes. Parce que là, on parle de vêtements neufs, on a parlé de vêtements divers et variés, mais il y avait aussi tout ce qu'eux voulaient garder, qui leur rappelait le pays ou la famille, leur pays ou leur famille. Et ça, c'est important aussi de se le rappeler. Cette laverie, elle permettait à ces hommes de garder leur histoire. Et je pense que sur toute cette notion du vestiaire, il y a eu aussi beaucoup de tensions. C'est-à-dire que derrière
on ouvrait le dimanche le vestiaire, on pouvait avoir très vite 30 ou 40 personnes avec des ethnies différentes, avec derrière effectivement des gens qui ont du mal à parler la même langue, avec des transferts le lendemain, avec la volonté de retrouver des vêtements, avec beaucoup de tensions sur lesquelles on aurait aimé effectivement petit à petit mettre de la légèreté, prendre le temps, mais on devait souvent gérer beaucoup de tensions en fait. Mais quid des marques? Pourquoi les marques en fait sont si peu présentes dans votre projet? Il y a énormément de marques de vêtements masculins, de marques masculines qui pourraient vous soutenir aussi. Puisqu'il manque de quel but par exemple? Non, on a approché pas mal de marques. Après, c'est aujourd'hui le monde du mécénat est compliqué dans le monde. Comment je vais vous dire ça? Il y a des associations qui s'appellent notamment Dons Solidaires qui organisent toute la générosité des entreprises qui existent. Mais on peut plus. C'est très rare pour les associations de pouvoir passer directement de pouvoir traiter directement avec ces entreprises. Donc à chaque fois qu'on les sollicite en direct, ils nous disent non mais nous on donne déjà à ces associations qui en font leur spécialité et qui donnent par lot. Donc on pouvait éventuellement demander des lots de, je sais pas, 40 t-shirts Adidas, etc. Donc je ne dis pas qu'on n'a pas fait ça, mais c'était loin d'être systématique parce qu'on n'avait pas de budget. Le passage avec Dons Solidaires a un petit coût pour l'association Emmaüs Solidarité. Les entreprises donnent, mais elles passent par ce réseau-là la plupart du temps. Après, on n'a pas non plus essayé d'appeler toutes les entreprises de fringues de France et de Navarre parce que notre projet, il reposait sur la générosité et que quand on avait testé cette générosité sur les campements parisiens, avant que le centre existe, on s'est rendu compte que ça marchait très très bien. Quelque part, c'est aussi, je crois, une bonne chose d'avoir recours à l'économie circulaire et de se dire que des fringues, au lieu d'être jetées, elles sont réutilisées et c'était évidemment des fringues en très bon état. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais voilà, on a toujours eu on triait déjà, mais on avait des fringues de qualité à remettre à ces personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, le projet était fondé là-dessus. Merci. Sur les dons. On va conclure. Une petite question. Oui, bonjour. Je voulais savoir quelles étaient les perspectives après la fermeture de la bulle. Alors, le centre humanitaire a donc fermé ses portes le 31 mars. Il a fermé ses portes parce que l'État a décidé de modifier sa politique. Vous savez, quand on a créé ce centre humanitaire, on disait toujours que c'était une solution, mais que ce n'était pas la solution, et que si on voulait pouvoir accueillir dignement toutes les personnes qui arrivaient sur le territoire parisien, ce n'était pas un centre qu'il fallait, mais 5 centres, un à Paris, pourquoi pas, et 4 sur les 4 points cardinaux de la France. On n'a pas été entendu. L'État a décidé de traiter la question différemment, de ne plus avoir un seul pôle d'accueil à Paris, mais de créer divers lieux d'accueil de jour. Aujourd'hui, dernière connaissance, ils ont ouvert 3 petits accueils de jour qui sont destinés à accueillir ces hommes qui continuent à arriver, ces hommes prioritairement primo-arrivants. À côté de ces 3 accueils de jour, il y a un accueil de jour famille qui est géré par Emmaüs Solidarité. Donc cette grosse bulle s'est vue remplacée par 4 petits accueils de jour. Et ces 4 petits accueils de jour vont, semble-t-il, en tout cas selon les souhaits de l'État et notamment du ministère de l'Intérieur, permettre aux personnes primo-arrivantes d'être orientées vers les CAES, les centres d'accueil et d'évaluation sociale qui se trouvent dans les départements dans tous les départements d'Île-de-France. Pour vous dire la vérité, ce dispositif va sûrement répondre aux primo-arrivants, à toutes ces personnes qui viennent tout juste d'arriver sur le territoire français et qui n'ont pas laissé leur empreinte dans les pays européens qu'ils ont croisés sur leur chemin. Et ces personnes primo-arrivantes, elles sont finalement peu. C'est un tiers de la population des migrants sur le territoire
sur le territoire parisien. Si on reprend les chiffres du centre humanitaire, seulement 1/3 étaient primo-arrivants. Les 2/3 sont destinés à retourner, si l'État décide d'appliquer ce qu'on appelle les accords de Dublin, sont destinés à retourner en Italie, en Allemagne, en Europe du Nord, dans tous les pays dans le pays où le migrant aura laissé ses empreintes. Donc c'est une réponse à demi-teinte que je vous dis aujourd'hui, que je vous donne aujourd'hui. Je pense que ce centre humanitaire était une réponse tout à fait adaptée pour un accueil inconditionnel et pour pouvoir permettre à ces personnes de se poser, de se reposer, d'avoir une orientation adaptée. Ce centre humanitaire s'inscrivait dans une politique qui était une politique davantage accueillante que celle qui arrive demain, qui est une politique beaucoup plus autoritariste, où les personnes dublinées sont destinées à retourner dans ce fameux pays européen qui, c'est vrai, rappelons-le, l'Allemagne et l'Italie ne sont pas du tout confrontés par ailleurs à la crise migratoire, comme vous le savez tous, donc ils auront tous envie de rester dans ces pays. Donc voilà, je pense que on risque de vivre l'échec, c'est déjà le cas. Dans les rues de Paris aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes qui, à nouveau, sont accueillies de façon complètement indigne. Et croyez-moi, pour Emmaüs Solidarité, mais dans sa diversité, pour les bénévoles, pour les salariés, c'était juste un arrache-cœur de voir qu'alors qu'on avait ce dispositif, que ce dispositif fonctionnait et que tout le monde s'accordait à dire qu'il fonctionnait. Quand je dis tout le monde, c'est l'État, la mairie de Paris, les acteurs associatifs. Ils ont mis du temps à reconnaître que ça fonctionnait. Mais à partir du moment où on a reconnu que ça fonctionnait, on a fermé. Et parallèlement à ça, on laisse dans les rues de Paris aujourd'hui des hommes, des femmes être accueillis de façon indigne dans les poubelles des Parisiens. On vous remercie pour votre présence. Pour ceux qui souhaiteraient acheter un catalogue, Camille se fera un plaisir de vous le vendre à la sortie. Idéalement, alors c'est 10 €. Et si vous avez la monnaie, c'est mieux. Je crois qu'on a un problème de caisse. Voilà, merci beaucoup en tout cas.